a pas longtemps, je suis retournée chez mes parents et j'ai retrouvé un carton plein de vieilles affaires. J'ai déniché un dessin de Père Noël avec un léger problème d'anatomie, un Obélix militant pour la cause LGBT et un remake de Tintin. Mais surtout, j'ai retrouvé ça, la maison des Barbapapa. Et c'est marrant parce que maintenant je fais de la géographie et que cet album pour enfants, c'est peut-être le meilleur bouquin d'urbanisme que j'ai lu depuis des années. Vous allez voir que cette histoire de patatoïdes colorés, elle retrace parfaitement l'histoire des villes et du logement en France depuis 1950 et qu'elle répond à plein de questions très actuelles. Pourquoi on dit que les grands ensembles concentrent la pauvreté et la violence alors qu'il y a 50 ans on en faisait des cartes postales? Pourquoi nos villes accordent tant de place à la voiture? Pourquoi on a failli raser volontairement la rive droite de Paris? Et pourquoi il y a en France des bidonvilles, des zones commerciales autour des villes et des maisons bulles? Alors, vous pensez peut-être que je me fais des films et que je vois de la géographie partout, jusque dans les livres pour enfants, mais non. L'auteur des Barbapapa, elle était aussi architecte et elle travaillait sur le logement collectif et la ville nouvelle, donc c'est pas étonnant qu'elle parle d'urbanisme dans son livre. Donc, lisez les Barbapapa à vos enfants, comme ça ils auront dès 5 ans une appréhension très fine des utopies 68ardes, de la transition écologique et de la ségrégation spatiale. C'est un peu mieux que les histoires de cochons joviales un peu sexistes. Alors au début de l'histoire, la famille Barbapapa cherche à se loger et doit squatter un bâtiment en ruine. Cet élément, il fait référence à un événement qui a marqué les années 50, c'est la crise du logement. Au sortir de la guerre, beaucoup de logements sont détruits ou endommagés. Et manque de chance, c'est justement à cette période qu'arrive le baby-boom et les premières vagues migratoires. Résultat, il y a une pénurie de logements et comme les Barbapapa, des millions de familles doivent s'entasser dans des logements exigus ou provisoires, voire dans des bidonvilles. Ouais, des bidonvilles en France. En 1966, il y en avait 255, dont la moitié en région parisienne. Alors le mal-logement devient vite un problème majeur, dénoncé notamment par l'abbé Pierre dans l'appel de l'hiver 54 que vous connaissez sûrement. Alors face à cette situation, l'État se retrousse les manches et va lancer une grande politique de reconstruction. Et cette politique, elle va complètement transformer nos villes et elle permet d'expliquer plein de problèmes ou de questions qu'on se pose sur nos villes aujourd'hui. Cette reconstruction se fonde sur 3 grands principes, inspirés de la Charte d'Athènes, un document de 1943 sur la planification et la construction des villes. D'abord, la rénovation urbaine. On rase les habitats insalubres des centres-villes, ce qui oblige leurs habitants à se déplacer en périphérie des villes, comme le font les Barbapapa, malgré une opération de désobéissance civile un peu ratée de la part de Barbidure. Ensuite, le tout-voiture. On crée de grands axes routiers pour adapter la ville à la voiture. On le voit bien ici. Et enfin, l'urbanisme fonctionnel. L'idée, c'est de séparer la ville en différentes zones, dédiées chacune à une fonction précise. Habiter, travailler, circuler ou se divertir. Alors, une version un peu radicale de ce bento version urbaine a été proposée par Le Corbusier. Son plan voisin consistait à raser la rive droite de Paris pour construire à la place 3 zones. Un centre d'affaires, une zone de logement avec des immeubles de 60 étages et une zone industrielle. Bon, alors heureusement, on s'est dit que ça valait quand même le coup de préserver les halles, le marais et l'hôtel de ville, mais l'urbanisme fonctionnel a quand même influencé l'organisation de nos villes modernes avec leurs zones résidentielles, leurs zones commerciales en périphérie et leurs quartiers d'affaires en centre-ville. Mais rappelez-vous, la priorité, c'est de loger les gens sans tarder. Pour ça, l'État crée en périphérie des villes des zones à urbaniser en priorité. ZUP pour les intimes, et tout ça pour construire massivement des grands ensembles. Et ces grands ensembles, c'est un peu comme cet objet, c'est pas ce que vous croyez. Certes, aujourd'hui, on dit qu'ils sont laids et insalubres et qu'ils concentrent la pauvreté et la violence, mais à l'époque, ils étaient vus comme un luxe, voire comme une utopie sociale et politique. Pourquoi? Ils étaient construits grâce à des techniques modernes. Ils avaient l'eau courante, l'électricité et une salle de bain, un luxe dont disposaient seulement 10% des logements en 1954. Et enfin, ils étaient destinés au départ à loger plusieurs catégories sociales, de l'ouvrier au cadre supérieur. Bref, ces barres en béton armé étaient vues comme le reflet d'un urbanisme égalitaire, du confort moderne et du progrès et de la croissance économique des Trente Glorieuses. C'est d'ailleurs pour vanter ces constructions modernes que l'État diffusera des cartes postales de ZUP. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le compte Twitter de Renaud Epstein, il recense justement ces clichés variés de cage à lapin sur ciel bleu. Vous me direz si vous êtes sensible à la poésie de Super Nîmes ou de Gennevilliers.
Mais si les Barbapapa dépriment dans leur barre d'immeubles, c'est que très vite, les grands ensembles ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont loin du centre-ville et des espaces verts, et c'est surtout une population pauvre et immigrée qui va s'y entasser. Cette urbanisation est devenue la cause d'un mécontentement profond. Manque d'animation, de relais culturels, de petits commerces. Il manque surtout ce qui fait le charme des vraies villes, la diversité et une certaine qualité de l'habitat. Alors, qu'est-ce qui a fait cafouiller l'affaire? Avec la crise économique et le chômage, les ouvriers peu qualifiés s'appauvrissent et s'entassent dans les grands ensembles. Dans le même temps, les classes moyennes s'enrichissent, quittent les grands ensembles pour des pavillons de banlieue et sont remplacés par les immigrés arrivés dans les années 70 qui habitaient jusqu'alors dans un logement précaire. Suite à ce jeu de chaises musicales, ne restent donc dans les grands ensembles que les ouvriers ou les immigrés qui se retrouvent un peu enclavés à l'écart de la ville. Zéro mixité sociale donc, mais au contraire une forte ségrégation socio-spatiale, puisqu'on a clairement un groupe social séparé des autres dans l'espace. Alors c'est pour ça qu'en 1973, le gouvernement arrête la construction de grands ensembles et instaure, pour rattraper le coup, la politique de la ville, qui vise à revaloriser les quartiers sensibles pour réduire les inégalités entre les territoires. Une politique qui existe encore aujourd'hui et qui fait d'ailleurs l'objet de moult débats. Mais revenons aux années 70. C'est à cette époque qu'on commence à contester la ville moderne pour réclamer des villes plus humaines et un retour à la nature. Justement, retournons à nos Barbapapa. Ras-le-bol de la ville, ils partent s'installer à la campagne pour se construire une maison en plastique sur mesure grâce au corps de Barbapapa. Cocasse. Et ces maisons en plastique modulables, elles ont vraiment existé. Le hongrois Antilo Vag a créé des maisons bulles en béton et l'architecte utopiste Pascal Hausermann des maisons en plastique évolutives et déformables à volonté. Les domobiles. Des barbamaisons dans la vraie vie qui s'inspirent de l'architecture organique, fondée sur l'harmonie avec la nature et le bien-être des habitants, et qui répondent à la demande d'habitat écolo et anticonformiste qui se développe en réaction aux villes modernes, et qui prend des airs d'idéal 68 art, de retour à la nature et d'épanouissement personnel. Mais ce que ne dit pas cet album, c'est la suite de l'histoire. On se rendra compte dès les années 90 que comme les sacs en plastique et les caouets fluo, le modèle du logement individuel au vert n'est pas vraiment l'idéal. En plus de favoriser l'entre-soi, la vie entre jeunes couples de cadres dynamiques, il est loin d'être écologique. Il nécessite l'usage de la voiture pour aller travailler ou se divertir, et il repose sur des constructions qui grignotent les sols naturels et agricoles en périphérie des villes, et qui nécessitent beaucoup de béton et d'énergie fossile pour loger seulement Didier, Chantal, leurs deux gosses et leur piscine gonflable. Mais ça, les Barbapapa ne savent pas encore. Bref, derrière leurs airs de doux rêveurs, les Barbapapa retracent les grandes dynamiques urbaines depuis 1950. 1. La crise du logement. 2. La reconstruction massive, suivant les principes de la rénovation urbaine, du tout-voiture et de l'urbanisme fonctionnel. Et enfin, l'échec des grands ensembles et l'utopie du logement individuel et écologique. Et contrairement au tube de Dalida, cet album est loin d'être périmé et renvoie aussi à des questions encore très actuelles. Comment sortir d'un modèle urbain pensé pour la voiture? Est-ce qu'une ville peut se résumer à une juxtaposition de zones dédiées à un usage précis? L'idéal de la maison individuelle proche de la nature, qui fait son retour en force suite à la pandémie de Covid, est-il un problème écologique? Et est-ce qu'on peut résoudre des problèmes sociaux par l'architecture? Par exemple, est-ce qu'une solution au manque de mixité sociale pourrait être la construction de logements collectifs qui mêlent toutes les classes sociales? Bon, je crois que vous avez du grain à moudre. En attendant, n'hésitez pas à regarder les sources en description et à partager les vidéos si elles vous a plu, ça m'aiderait aussi beaucoup. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces questions, c'est des débats dont on va peut-être reparler sur cette chaîne. Barba bisous et à la prochaine.